bien, rebonjour à tous et à toutes. On va enchaîner, histoire de pas trop cumuler de retard. Et on va passer à une nouvelle table ronde absolument joyeuse et ravissante qui s'appelle « Les enjeux de la décarbonation ». On va voir s'il est possible ou pas de faire du jeu vidéo une industrie verte ou quelque chose qui s'en rapprocherait. Pour évoquer ces sujets, je suis accompagnée de Théodore Doumic. Théodore, tu es game designer indépendant et animateur de la fresque du climat. À côté de toi, c'est Guillaume Lebris, consultant en éco-conception et sobriété numérique. Et enfin, nous avons Frédéric Covin-Doumic, qui travaille pour l'Allumette. C'est du conseil en résilience. Et évidemment, on va commencer par des définitions. Et je vais commencer par me tourner vers vous, Dominique. Conseil en résilience. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi la résilience ? Il faut que j'appuie là. Exactement, c'est mieux comme ça. C'est quoi la résilience ? La résilience, c'est quelque chose qui vient du monde de la psychologie médicale, plutôt. Oui. C'est Boris Cyrulnik qui l'a un petit peu fait connaître en France, mais ça avait été appliqué à des comportements de gens qui étaient dans des conditions extrêmement difficiles à vivre à Haïti au tout départ. Et en quelque sorte, la définition de la résilience, c'est la capacité à s'épanouir et à faire face dans un monde particulièrement difficile et ou changeant. D'accord. Donc c'est évidemment quelque chose qui s'applique bien à notre époque. Effectivement. Du coup, on va parler jeux vidéo, on va parler évidemment environnement et écologie. Et ma deuxième définition que je vais vous demander, peut-être Théodore ou Guillaume, c'est justement la décarbonation. De quoi on parle quand on parle de décarbonation ? Ou en tout cas pour vous, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, il faut voir qu'on parle d'activités qui, comme beaucoup d'activités, on va dire, semi-industrielles, ont un impact carbone, c'est-à-dire qu'elles émettent des gaz à effet de serre. Et donc, décarboner, ça va consister à trouver des moyens de baisser cet impact, cette intensité carbone. Et donc, ça peut passer par des méthodes d'efficacité et ou de sobriété, mais j'imagine qu'on va en parler un peu plus. C'est ça aussi pour vous, Théodore ? Oui. La même chose. Alors, le bilan carbone, est-ce que quelqu'un peut à peu près nous expliquer en quoi ça consiste, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'on fait son bilan carbone ? J'ai vu des tests sur Internet. Je continue. Alors, le bilan carbone, en fait, c'est une façon d'agréger tous les flux carbone, on va dire, d'une activité, ça sera une activité économique et souvent une entreprise, ça peut être une collectivité locale. Et en gros, on regarde, pour que cette entreprise fonctionne, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui en sort. Et quand on ajoute la somme de tout ça, on a ce qu'on appelle un bilan, et donc en l'occurrence un bilan carbone. Ça a été donc inventé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, et puis déposé à l'ADEME. Et donc maintenant, c'est une méthode qui est utilisée en France par beaucoup de cabinets de consultants comme étant une des méthodes qui fait référence en France et de plus en plus à l'international. Quand on parle d'émissions carbone, on parle, je crois que vous l'avez mentionné, d'émissions directes et indirectes. C'est quoi la différence entre une émission directe et indirecte ? Peut-être, oui, Frédéric. Oui. Je voulais juste rajouter dans le bilan carbone, il y a le diagnostic, mais il y a aussi, bien sûr, des solutions. C'était sous-entendu, le plan d'action. Et effectivement, il y a des émissions directes et des émissions indirectes. Les émissions directes, on va dire, pour faire simple, c'est vraiment les émissions qui sont générées par l'entreprise de manière très directe. Et puis les émissions indirectes, c'est celles qui sont générées soit par ses achats. Donc par exemple pour une entreprise de jeux vidéo, ça va être les émissions qui sont générées par l'achat d'ordinateurs qui ont été fabriqués dans des conditions qui ont généré des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça va être tout l'aval, ça va être toutes les émissions qui sont liées à l'utilisation des jeux vidéo par les joueurs. Donc voilà ce qu'on appelle les émissions indirectes. Quand vous dites gaz à effet de serre et carbone, c'est la même chose ? On parle de la même chose ? En fait, on devrait dire, pour être plus juste, équivalent carbone, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, c'est tous les gaz, y compris le CO2, qui est le gaz
qui a le plus d'impact aujourd'hui, mais c'est aussi le méthane, c'est aussi le protoxyde d'azote, c'est aussi tout un tas d'autres gaz fluorés qui ont des impacts différents. Faut savoir qu'il y a des gaz qui ont des impacts, par exemple, très très importants, mais qui restent moins longtemps dans l'atmosphère, etc. Enfin, il y a des différences, mais tout est calculé en équivalent carbone, et c'est pour ça qu'on peut parler soit de carbone, soit de gaz à effet de serre, indifféremment. On va rentrer dans les spécificités de l'industrie du jeu vidéo, du coup, ce qui nous rassemble aujourd'hui. On a vu donc qu'on pouvait faire des bilans carbone pour, quand on est une entreprise notamment, pour voir à peu près ce qu'il était possible d'améliorer, là où on avait des points noirs, là où on avait des points positifs. Quels sont les grands postes d'émissions carbone, du coup, du jeu vidéo? Théodore, peut-être? Est-ce que... En vrai, je pense que Guillaume ou Frédéric seront plus pertinents là-dessus, spécifiquement, comme vous avez plus d'expérience sur les bilans directs. Eh bien, parmi les... en fait, ça va dépendre aussi du type de structure. Donc, si c'est un studio, par exemple, qui est dans le domaine du mobile, on risque d'avoir une assez grande importance dans tout ce qui va être lié, par exemple, au cloud. Mais quand c'est un studio dit AAA, on va avoir une bonne partie des émissions qui vont être liées justement à tout ce qui est le fait de jouer au jeu. Donc là, concrètement, on est même dans des ordres de grandeur qui peuvent être de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur ce sujet-là, on a raté 90% des émissions. Et ça veut dire que jouer au jeu, c'est potentiellement plus polluant, ça émet en tout cas plus de carbone que vendre un jeu physique, donc sous plastique, sous blister, avec une jaquette, et utiliser des gros camions pour les envoyer dans tous les magasins, tous les retailers. C'est jouer au jeu. Moi, sur mon canapé, quand je joue à ma console, et ben en fait, c'est moi le problème. Il y a une grosse étude qui a été faite récemment par iCare et l'ADEME et le ministère de la Culture sur ce sujet. Et la réponse est ça dépend. En gros, si le jeu est très court et très léger, il vaut mieux y jouer à travers un téléchargement. Si le jeu est très long et très lourd, il vaut mieux avoir un support physique. Donc ça va vachement dépendre du type de jeu, et en réalité, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de jeux en support physique. C'est quand même une réalité qu'aujourd'hui, on est vraiment tout le monde joue sur soit en téléchargeant, soit en streaming. Donc en réalité, le problème, c'est que tout ça est en train de croître à une vitesse énorme, et on sait très bien que on est dans un monde fini, on est dans un monde qui a des limites, et donc on a un problème qui est que notre secteur, le secteur du numérique au sens large, c'est le secteur qui a la plus grande croissance de tous les secteurs industriels, et qui a un impact donc de plus en plus important. Aujourd'hui, le numérique dans le monde, c'est l'équivalent de l'aviation civile, mais à la vitesse à laquelle on croît actuellement, prochainement, on aura le même impact que toute l'automobile dans le monde, quoi. Donc on est vraiment dans une problématique de croissance qui est trop importante, et il faut trouver le moyen de décroître. Donc le jeu vidéo, ça croît, c'est une industrie effectivement qui grandit et qui ne cesse de se réinventer aussi. Il y a aussi un problème technologique avec le jeu vidéo. Enfin, c'est précisément sa structure fait qu'il est lié à l'industrie technologique. Et c'est un problème aussi d'un point de vue environnemental, j'imagine, d'avoir des jeux vidéo de plus en plus gourmands en énergie et en puissance de console aussi, et de PC, et qui prennent de plus en plus de place aussi sur les serveurs qu'on appelle le cloud. Est-ce que la fuite en avant technologique, c'est quelque chose qui vous inquiète d'un point de vue bilan carbone du jeu vidéo ? Oui, clairement, notamment parce qu'il n'y a pas une réflexion globale qui s'opère pour l'instant. Il y a quelques petits, il y a des personnes qui s'intéressent au sujet, même dans les grands studios, et qui font des conférences dessus, à Ubisoft et tout ça, pour parler de ces sujets-là. Mais il n'y a pas encore de prise de conscience, on va dire, dans les strates les plus élevées, et c'est décisionnaires finalement de ces structures-là. Et du coup, il n'y a pas un réel mouvement véritablement de bouleversement qui permettrait d'inverser la tendance actuelle.
Et ça, ça revient à parler politique presque, puisque on parle de modèle de société, de modèle d'entreprise, etc., et que c'est intrinsèquement lié. Peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet à ce moment-là, mais en tout cas, je pense qu'on partage tous les trois une forme d'inquiétude. Après, c'est normal, on est forcément un peu inquiet quand on s'intéresse à ces sujets-là, là-dessus. Ouais. Et donc, juste pour rajouter et rebondir sur une table ronde précédente, il se trouve que justement, si on utilise les technologies de jeux vidéo, de 3D temps réel, et qu'on les met à l'échelle d'Internet, qu'on y ajoute de l'immersion et qu'on rend ça permanent, on tombe sur une certaine définition de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le métavers. Et clairement, on a une grosse problématique parce que les technologies du jeu vidéo en soi sont assez intensives en matériaux et en énergie, mais si on met ça à l'échelle d'Internet, là, clairement, on est en train de se tirer une balle dans le pied pour faire les efforts qui sont déjà nécessaires sur le numérique et qui sont très importants. Et d'ailleurs, juste pour préciser, on avait, avec d'autres développeurs et des experts du numérique, écrit une tribune sur le site Bonpote que je vous invite à lire, si vous voulez. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on voit que c'est aussi un argument de vente pour les consoles pour les consoliers comme pour les éditeurs de AAA, de dire que regardez, le crin de mon cheval se mouille quand il passe dans l'eau. Il y a du grain de peau sur les personnages quand vous les regardez de près. Ça sert à rien, ni au niveau, peut-être un peu au niveau immersion, mais normalement une bonne histoire devrait suffire. Et pourtant, ça reste un argument de vente. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à déconstruire aussi d'un point de vue culturel sur ce qu'on attend du jeu vidéo ? Si, complètement. C'est marrant parce que cette course au photoréalisme, elle n'est pas inhérente aux jeux vidéo. Enfin, je veux dire, on la retrouve dans plein de médiums finalement, que ce soit le cinéma, même la littérature. Donc, il y a, je pense, un moyen de réinventer ça. Et paradoxalement, il y a certaines entreprises qui prennent ça un peu à bras-le-corps et qui, je sais pas, Nintendo, font des jeux très stylisés qui tournent sur une console qui consomme très peu, etc. Alors, ils ont aussi une capacité d'optimisation qui est phénoménale et qui est je veux dire, unique dans l'industrie du jeu vidéo. Néanmoins, ils montrent qu'on peut vendre des jeux stylisés à très très grande échelle et c'est pas un problème parce qu'entre effectivement Red Dead Redemption 2 et Zelda Breath of the Wild, on a un fossé énorme en termes de consommation et le poids du jeu, je crois que Breath of the Wild ça pèse 15 gigas et Red Dead ça pèse une centaine de gigas, voilà. Donc juste au téléchargement déjà il y a un impact énorme puisque ces jeux se téléchargent et s'achètent en version physique mais se téléchargent aussi beaucoup. Voilà. Et au niveau de ce que ça demande comme ressources, on parlait des téléphones tout à l'heure. On sait que nos téléphones, on en change trop souvent et ils consomment vraiment des ressources assez rares, voire très rares. Les consoles également, il me semble. En plus de ça, il y a un coût humain dont on n'a pas trop parlé, mais généralement, c'est des ressources qui ne sont pas récoltées de manière très woke. Et toutes ces ressources, on l'a vu, vous l'avez dit Frédéric, en fait, elles sont limitées dans l'espace comme dans le temps. Et est-ce que c'est pas très dangereux de baser toute une industrie sur des ressources limitées, surtout une industrie du divertissement ? C'est-à-dire qu'on va préférer utiliser à un moment donné ces ressources pour construire peut-être des maisons, ce genre de choses, plutôt que pour faire un nouveau Mario, j'imagine. Absolument. Tu as tout à fait raison, Camille. Je pense que le jeu vidéo peut s'interroger sur son avenir. Et il y a une vraie vulnérabilité des secteurs non essentiels du fait de cette limite des ressources. On peut vraiment, à 10 ans, 15 ans d'ici, s'interroger sur certains minerais qui sont déjà dont on sait qu'on a des stocks pour quelques années seulement. Donc comment va-t-on faire, sachant que le recyclage est très difficile, puisque le recyclage de certains, de composants qui sont très imbriqués les uns dans les autres est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a un taux de recyclage, je crois, au niveau mondial qui est seulement de l'ordre de quelques 20%, et on a beaucoup de mal à augmenter. En France, on est un peu au-dessus, je crois qu'on est plus près de 30-40%, mais ça reste limité. On ne va pas pouvoir compter sur
des ressources infinies, donc il va falloir trouver des solutions et le secteur a intérêt à en effet se pencher sur son avenir. C'est ce que j'allais dire, vous pensez... Oui, pardon Théodore. J'allais dire, en plus le recyclage c'est extrêmement énergivore, donc extrêmement émetteur de CO2, donc voilà, c'est un peu Cariboussi là. Hein, Et est-ce que oui, vous pensez qu'un jour il y aura peut-être une décision politique qui va dire, peut-être, je sais pas, localement, peut-être mondialement, je sais pas, qui va dire, bon écoutez, le jeu vidéo, vous êtes mignons, mais non, c'est mort, arrêtez vos trucs là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez un jour ? Il se trouve que j'ai une petite anecdote. La première fois que je suis allé voir le Shift Project pour parler de ça, justement, il y a un des membres du Shift qui me dit, bon, on va pas se mentir, le jeu vidéo, si demain il faut couper dans quelque chose... Mais bon, on va quand même regarder ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mais bon, c'est comme ça que ça avait démarré. Mais après, on en parlera un peu plus. Mais le jeu vidéo a aussi potentiellement un rôle transformation de la culture qui n'est pas à négliger. Donc malgré tout, il faudrait voir comment on peut utiliser ces bons points et diminuer au maximum tout ce qui peut être considéré comme négatif d'un point de vue environnemental. Oui, Frédéric ? Oui, il commence à y avoir des scénarios de toute façon dans d'autres domaines, par exemple dans l'eau. On voit actuellement que dans l'eau, on est obligé de hiérarchiser les usages. Bon, ça sera sûrement pareil dans l'énergie, enfin dans l'électricité en l'occurrence pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo va devenir le golf de l'eau. C'est incroyable. Oui, Guillaume, tu parlais de transfert de la culture par le jeu vidéo. Eh bien, rassurez-vous, vous qui êtes tous et toutes en train de pleurer intérieurement, on va parler des actions qu'on peut mettre en place et des actions à venir. Et du coup, la transition est parfaite pour parler de... On peut transférer de la culture par le jeu vidéo. Donc, est-ce qu'on peut un peu inciter à avoir un rapport différent à l'environnement par le jeu vidéo ? Est-ce qu'un gameplay peut faire ça ? Est-ce qu'une histoire peut faire ça ? Personnellement, j'ai pas encore joué à des jeux qui m'ont permis d'avoir cette expérience-là. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas qui sont en train d'être faits actuellement, qui peuvent justement permettre une transformation de point de vue et un changement de paradigme. Ça reste un travail en général de longue haleine, donc j'ai du mal à croire qu'un seul jeu vidéo puisse faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience globale aujourd'hui qui fait qu'il y a de plus en plus de créateurs, créatrices qui s'intéressent à ces sujets-là et qui se disent peut-être qu'il faut que je transforme les récits. Et quand je dis récit, ça passe aussi par le gameplay. C'est ce qu'on se raconte comme histoire quand on fait une action dans un jeu. Ça peut être Minecraft, hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment j'interagis avec l'environnement, etc. On parle souvent, par exemple, du paradigme nature-culture, qui a été un peu brisé au début des années 2000 par notamment Philippe Descola, qui est un philosophe et anthropologue français. Et par exemple, dans les jeux, on a des paradigmes comme ça, qui sont des paradigmes culturels hyper implantés, hyper ancrés dans nos sociétés, dans notre rapport au réel et au monde. Et peut-être que oui, le jeu vidéo peut participer à cette transformation-là, tout comme la littérature, le cinéma, etc. Complètement. Et par le gameplay, oui. Alors encore une fois, moi personnellement, je réfléchis aussi à ça en tant que game designer. Je me pose plein de questions et il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, on est quand même là à exposer un discours, etc. Et éventuellement à faire des choses aux joueurs. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est le jeu vidéo. Ce qu'on apprend à faire dans un jeu, c'est ce qu'on fait. Donc, je sais pas, dans un FPS, on apprend, même s'il y a une histoire super complexe et tout derrière, si c'est globalement tiré sur des entités qui bougent, on va surtout apprendre à pointer notre curseur de manière plus ou moins vive sur des entités qui bougent. Et ça pose plein de questions. Il y a d'ailleurs des jeux qui réfléchissent aussi de manière méta à ce que ça veut dire d'apprendre dans un jeu vidéo. Voilà, c'est plein de questions. Bon, ça sort pareil encore un peu du sujet, mais dans l'idée, je pense que c'est possible, mais ça va pas être un jeu qui va faire ça. Ça va être un bouleversement potentiellement assez long et qui va prendre du temps. Et voilà. Parce que c'est vrai que, personnellement, j'étais enfant dans les années 90, et ne serait-ce qu'au travers des dessins animés, on a eu énormément aussi de messages qui disaient faut peut-être arrêter de couper des arbres, assez écologique, mais au final, le rapport du GIEC qui est sorti il n'y a pas super longtemps, ça va pas bien, quoi. Donc, est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça nous a impacté, nous, notre génération ? Est-ce que c'est au global, d'un point de vue de la société en général, qu'il faut changer quelque chose ? Est-ce qu'il faut changer notre rapport à l'environnement tout court ? Et est-ce que le jeu vidéo peut faire ça ? Il y a un slogan dans les manifs écolos en général qui revient assez souvent et que je trouve assez juste. Donc là, je parle vraiment, c'est mon opinion très personnelle, qui dit « Nous sommes la nature qui se défend ».
Et en fait, ça rejoint ce que je disais plus tôt, il faut changer de paradigme. Ce paradigme, il est notamment aujourd'hui, il est là et il est entretenu par toutes les industries culturelles. Et donc, notre rôle en tant que créateur, créatrice, mais pas que, hein. Encore une fois, je parlais de niveau décisionnaire, etc. Pour les plus grosses entreprises, c'est aussi leur rôle à eux et elles de justement prendre des décisions pour orienter les jeux pour que le paradigme de la relation au monde dans les jeux soit différent. Parce qu'un jeu, c'est une simulation finalement. Donc on a forcément une manière de réfléchir le rapport et les interactions qu'on a avec le jeu et le monde qui est simulé dans le jeu. Peut-être compléter aussi par un sujet qui me tient à cœur. Moi, en tant qu'experte sur ces sujets, je fais à la fois des missions de décarbonation, où j'arrive et on regarde les émissions de l'entreprise et puis on essaye de diminuer ces émissions. Et puis je fais aussi des missions de raison d'être. La raison d'être, c'est quelque chose qui a été introduit par la loi Pacte en 2019 et qui dit, en gros, maintenant les entreprises, à partir de maintenant, dans le Code civil, il est écrit que les entreprises ne doivent plus seulement rémunérer leurs actionnaires, mais elles doivent avoir un impact social, sociétal et environnemental. Et il y a peu d'entreprises qui le savent et qui travaillent là-dessus. Et en réalité, le jeu vidéo doit travailler sur quel impact social, sociétal et environnemental il veut avoir. Chaque entreprise de jeux vidéo devrait être obligée à le faire. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation véritablement légale, il n'y a pas en tout cas de coercition ou d'amende si on n'a pas défini sa raison d'être de ce point de vue-là et si on ne la respecte pas. Mais quelque part, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est au-delà de la décarbonation, de diminuer ses émissions, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact sur le monde. C'est très bien que cette loi Pacte ait défini cette obligation d'avoir une raison d'être. Maintenant, il faudrait que les entreprises s'en emparent, et dans notre secteur en particulier, ça serait chouette. Il faudrait que les entreprises s'en emparent. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi du côté du public ? Parce qu'il y a encore des gens qui attendent de leurs jeux vidéo d'être apolitiques, de n'avoir aucun message et d'être juste du divertissement, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Est-ce qu'il ne faut pas apprendre aux gens aussi que, ben oui, le jeu vidéo, c'est politique, toutes les œuvres sont politiques. Enfin, est-ce qu'il y a... Oui, ma question est une réponse. Si vous n'êtes pas d'accord avec... Alors moi je suis d'accord avec toi, quand tu dis que tout est politique, je suis plutôt d'accord, parce que quand on dit qu'on est apolitique en général, c'est qu'on veut aller dans les entreprises, hein, voilà, pour sensibiliser ou quoi. C'est le cas de la fresque du climat, par exemple. La fresque du climat se revendique comme étant apolitique, c'est un atelier de sensibilisation. Je suis animateur, donc c'est des débats qu'on a en interne dans l'association et c'est très intéressant comme débat, mais la fresque vraiment dit on est apolitique et ça leur permet par exemple aujourd'hui d'aller sensibiliser des gens au gouvernement, très directement. Et que si à l'intérieur par exemple de l'association on a des militants un peu plus extrémistes, je sais pas, radicaux, ils vont avoir tendance à être, on va leur demander de ne pas confondre leurs deux pratiques, à la fois justement de sensibilisateurs, sensibilisatrices, animateurs, animatrices, ou de militants, militantes. Voilà. Donc c'est une question compliquée. Parce que voilà, ça fait partie aussi de la manière dont notre société fonctionne aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de tourner en rond. On est là pour vous écouter, hein. C'est pas très grave. Peut-être, ce que tu dis, Camille, c'est vraiment des questions presque philosophiques et psychologiques aussi. C'est-à-dire, on sait que quand on dit à quelqu'un, quand on est moralisateur, on peut avoir un effet de rejet. Et donc, il faut trouver des stratégies d'adhésion, d'émotion aussi. C'est en cela qu'il faut vraiment travailler, de même qu'on a finalement fait entrer les psychologues dans le monde du jeu vidéo pour trouver des manières de les rendre accros et de leur donner envie d'acheter et de leur donner envie de réacheter, etc. Il faut maintenant faire venir dans notre secteur des psychologues qui vont être capables de dire comment on fait pour ne pas avoir de rejet sur ces sujets-là. Parce qu'en revanche, c'est vrai que, comme disait Guillaume, et moi j'avais entendu Valérie Masson-Delmotte à une conférence qu'avait fait le CNAM d'ailleurs sur le sujet aussi d'écologie, dire on a besoin de vous, les gens du jeu. Vous savez séduire, vous savez engager, vous savez faire jouer des milliards de personnes sur la planète. Aidez-nous, quoi. Oui, on arrive à gamifier tout un tas de choses, mais dans l'autre sens, écologiser le jeu vidéo, ça paraît plus compliqué, étrangement. Ah non,
C'est un nom pour Guillaume. C'est bon. Oui, et en fait, il y a plusieurs manières de faire, mais il y en a une qui est de clairement faire un jeu qui se revendique écologique, donc un jeu qui dit moi, mon truc, c'est l'écologie, et quel que soit le pan qui est pris, je sais pas, l'électricité, l'eau, enfin peu importe. Et puis il y a le fait de, ce que je pense qui va être fait de plus en plus, c'est en filigrane de parler d'écologie, mais sans que ça soit le fond du jeu. Là, je parlais d'un jeu tout à l'heure à Théodore, où justement c'est un père qui va faire le deuil de sa fille, qui va toucher le fond, et dans ce jeu-là, il se trouve... Comment ? That Dragon Cancer, c'est pas ça ? C'est Under the Waves. Ah non, c'est pas le même. Ah, il y en a deux alors. Et donc, il se trouve que dans ce jeu, en filigrane, on parle de l'impact environnemental des industries pétrolières sur les océans. Mais c'est pas un jeu là-dessus. Mais par contre, quand on le joue, on ne peut pas en faire abstraction, on le voit. Et en même temps, c'est un peu gamifié aussi. Donc, ça peut être un moyen parfois de devenir... c'est un peu la technique du pied dans la porte, que de devenir bon. Là, je te montre ça, et puis si tu veux en savoir plus, il y a peut-être un jeu qui est vraiment juste sur l'impact des océans, et ça sera peut-être encore plus cool. Enfin, non. Il y a un exemple connu, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est Final Fantasy VII. Voilà. Enfin, c'est quand même, j'y ai pas joué personnellement, mais j'ai beaucoup entendu parler parce qu'on m'a parlé justement du discours écolo, du fait qu'on incarnait quelqu'un qui se battait aussi pour ça, qu'il y avait une ville complètement dystopique où la nature avait complètement disparu, etc. Je me demande, c'est quoi la proportion de gens qui sont devenus militants écolos après avoir joué à FF7 ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est toute cette question de, dans FF7, en fait, on passe son temps à taper sur des trucs, quoi. Donc, est-ce que parce qu'on a repeint en vert vite fait l'univers et éventuellement quelques scènes, voilà, ce qu'on voit sur Internet, c'est que les gens, ils s'en fichent. Enfin, quand ils jouent à FF7, ils s'en fichent complètement. Et c'est du greenwashing, en fait, quand on parle de la dimension écolo de FF7. En tout cas, de mon point de vue, c'est du greenwashing, parce que c'est un truc... Peut-être que les gens qui ont écrit l'univers et tout ça, ils étaient sensibles au sujet, mais je ne peux pas croire qu'ils ont pensé que ça allait avoir un impact positif, ou en tout cas un impact qui va changer la manière de voir et de penser le monde des gens qui jouent, dans ce sens-là, en tout cas. C'était ma question suivante, quasiment. Justement, quand on fait passer un message en filigrane, notamment sur l'écologie, comment on sait que le message il a été clair ? Parce que d'un côté, quand on fait un jeu qui se revendique écologique, qui se revendique militant, en fait, potentiellement on ne va intéresser que les personnes qui sont déjà un minimum concernées ou qui se sentent investies. Mais quand on fait passer le message en filigrane, on va toucher plus de monde. Mais comment on calcule ? On se dit, ah, ça y est, c'est bon, ils ont compris. C'est possible ? Je sais que c'est une question que se posent par exemple des gens chez Ubisoft actuellement, parce que concrètement, quand on parle de décarboner, clairement à court terme, il y a ce dont on a parlé, c'est-à-dire le bilan carbone et les actions qu'on met en place. Ça, c'est très concret, c'est très court terme, et on est capable de mettre des plans en place pour se dire on veut diminuer les gaz à effet de serre. Par contre, tout ce qui est nouveau récit, donc nouveau gameplay, nouvelles histoires, ce genre de choses-là, on n'aura l'impact que dans 5, 10, 20 ans, s'il y en a un. Et là, pour le mesurer, il faudrait des études sociologiques, psychologie, enfin, je sais pas. Et pour le coup, alors là, je vais juste dire ce que dit Arnaud Fayolle dans sa façon d'en parler, c'est que lui et l'équipe qui travaille là-dessus ont lu quelques études qui disent qu'en fait, on peut prédire a priori que quand des gens sont exposés à tel type de stimuli, ils vont avoir un changement de comportement dans le futur. Mais là, c'est juste une prédiction. Donc voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de très très concret et mesurable, comme justement la diminution des gaz à effet de serre avec un bilan carbone. On est plus dans quelque chose de diffus, de long terme. Et justement, sur les actions qui sont en place actuellement dans les studios, il y a des calculateurs qui sont spécifiques aux jeux vidéo. Je crois que c'est Frédéric, essentiellement, qui voulait mentionner ça ou qui est en train de se mettre en place. Oui, tout à fait. Il y a l'ensemble des clusters de jeux vidéo français qui se sont fédérés avec le SNJV aussi et le CEL pour déposer un dossier de demande de subvention à l'État et ils ont gagné cet appel à projet et depuis février de cette année, je crois, ils ont démarré un travail avec un cabinet spécialisé sur la création
d'un calculateur spécifique au monde du jeu vidéo, en faisant d'abord le bilan carbone d'une vingtaine de studios qui sont tous un peu différents les uns des autres, qui ont des spécificités, donc des gens qui font du mobile, des gens qui font tous les différents types de jeux un peu qu'il y a sur le marché et qui ont différentes positions avec aussi des éditeurs. Et le résultat donc permettra à ce cabinet spécialisé de créer un calculateur qui permettra de faire, comme disait Guillaume, la partie diagnostic, et sera plugué aussi sur ce calculateur tout un plan d'action qui permettra au studio de se mettre en marche. Donc ça devrait sortir, si tout va bien, d'ici à peu près 1 an. Ok. Cela dit, on a déjà, vous savez, l'horloge atomique là, qui nous met moins 2 minutes avant la fin du monde. Est-ce que ça va pas faire le même effet de 2 minutes avant la fin du monde? Est-ce qu'on va pas avoir, ou même quand on fait les tests carbone chez soi qui sont sur Internet, faudrait que j'arrête de manger de la viande et de prendre la voiture tous les jours. Je vais chez le boucher en voiture, sinon, c'est vraiment... Est-ce que ça va avoir un impact juste de ce signal d'alarme, en fait? Est-ce que ça suffirait? Est-ce que ça suffira? Pour le jeu vidéo spécifiquement, du coup. Oui, bon. Pas pour le boucher. C'est impossible à prédire, en fait, je pense. Il y a forcément une once d'optimisme chez nous trois, je pense, au moins, parce que sinon on ne ferait pas ce qu'on fait, je pense, voilà. Et parce qu'on a potentiellement, je sais pas, passé la période où on a fait l'autruche, s'il y en a eu une, parce que c'est le cas de beaucoup de gens quand même, on ne va pas se mentir. Donc il y a... Comment dire, est-ce que tu peux répéter un tout petit peu ta question? J'ai peur de partir. Je me demandais si ça allait avoir un impact ou si ça allait juste faire comme le rapport du GIEC, en fait, que les gens allaient faire. Ouais, c'est foutu pour foutu. Hein, alors, dans ces cas-là, c'est presque comme le débat sur la violence. Il n'y a pas de réponse à proprement parler. On peut se dire que ça va avoir un impact positif et qu'on est sûr de nous et que ça va. Enfin voilà. Après, comme disait Guillaume, et que tu disais aussi, quand il y a un jeu où c'est estampillé écologie dessus, il y a plein de gens qui vont juste dire « Ah non, j'ai pas envie d'entendre parler de ça quand je joue ou juste tout court ». Alors que c'est peut-être les jeux qui sont les plus pertinents, les plus percutants, les plus intéressants, qui vont le plus enrichir le regard de la personne qui y joue. C'est très... Enfin, moi, je sais pas si ça va avoir un impact. J'ai des jeux dans ma tête auxquels j'ai joué qui étaient des jeux très engagés, comme... Comment? Alba, non? Non, je ne connais pas. Mais des jeux, par exemple, de La Mole Industria, qui est un développeur italien, il me semble, qui fait des jeux flash très engagés, qui sont des news games et qui parlent de sujets politiques à chaque fois de manière assez vraiment engagée pour le coup, plutôt à gauche. Hein, et en fait, il dénonce plein de trucs sur des sujets d'actualité depuis il y a un moment déjà. Il y a un site internet, voilà. Et les jeux sont pas très fun, mais ils sont très engagés et ils marchent bien et le message est assez clair. Voilà. Est-ce que pour autant des gens qui n'ont jamais, qui s'intéressent pas à ces sujets, iront sur son site pour jouer à ces jeux-là? Je sais pas. Je pense qu'effectivement les gens qui sont dans des très gros studios ont plus de moyens de mesurer ce genre de choses, notamment Ubisoft qui a un très gros pôle ergonomie, voilà. Et qui du coup regarde l'impact que ça a sur les joueurs. Je pense que d'autres gros studios pourraient s'engager dans cette voie-là pour éventuellement effectivement défricher ce que les plus petits studios auront plus de mal à avoir des données sur ça. Donc c'est un peu comme dans plein d'industries finalement. Si les gros passent avant et font un peu le défrichage, les petits vont s'engouffrer dans les brèches et faire des trucs incroyables. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus lents et lourds, donc les gros. Donc est-ce qu'il faut qu'on les attende? J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les petits qui commencent à défricher un petit peu et les gros derrière qui font « Ah, mais c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un chemin derrière parce qu'ils sont plus grands et ils voient plus loin. » C'est une métaphore qui va loin. Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter qu'il y avait quand même le CNC, il y a une bonne nouvelle, le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, va justement, et a commencé à le faire pour le film, depuis mars 2023, tous les producteurs de films, de séries télé, etc., sont obligés de déposer un bilan carbone au CNC. Donc à partir de l'année prochaine, même période, mars 2024, les studios de dessins animés et de jeux vidéo devront aussi déposer un bilan carbone à chaque fois qu'ils demanderont une subvention au CNC. Donc ça démarre par juste j'ai envie de dire une déclaration, donc un bilan, mais ils ont
dit que dans le futur, ça allait être coercitif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des subventions plus ou moins importantes selon justement le bilan carbone que vous avez déposé, donc selon les émissions que vous émettez, en fonction du type de jeu, etc. Enfin, ils sont encore en train de réfléchir, mais ça va vers ça. C'est pas pour rien qu'ils font ça. Et puis la deuxième chose aussi qui est en train de se mettre en place, on le voit, et peut-être toi, Guillaume, tu pourras en parler, ou Théodore, ce que fait Microsoft, mais il commence à y avoir chez les consoliers ou chez les gens comme Game Planet de Pierre Forest, qui est un gros distributeur de jeux streamés, la mise en place de ce qu'ils appellent des éco-scores qui disent tel jeu, et donc le joueur peut savoir quelles sont finalement les émissions que va engendrer le fait de jouer à tel jeu. Et comme on le disait tout à l'heure, du fait que l'énergie, l'électricité est en train d'être de plus en plus chère, les joueurs ils vont peut-être se dire là ça me coûte trop cher de jouer à tel jeu, je vais plutôt passer sur un autre qui a un meilleur éco-score, quoi. Donc on va vers ça, on va vers des éco-scores aussi pour les jeux vidéo. Est-ce qu'on passe au hardware? Oui, donc il y a Microsoft là, qui a sorti récemment un SDK qui permet de commencer à mesurer quels sont les impacts en termes de consommation énergétique selon on va dire les modules de la console qui sont utilisés. Et donc ça va permettre clairement aux développeurs de ne pas juste optimiser comme d'habitude le code pour faire plus de choses, mais d'optimiser le code pour faire, alors idéalement la même chose mais avec moins. Et donc ça c'est super. La seule chose qui va être très difficile pour un développeur de jeu, mais comme tout être humain, c'est de ne pas aller dans l'effet rebond, c'est-à-dire de ne pas se dire on a gagné ça, donc on va pouvoir rajouter ça de plus. Ce qui est très commun d'habitude dans les jeux vidéo, c'est vraiment une industrie de pointe. Moi souvent je la compare à l'industrie de la Formule 1. Je trouve qu'on est un peu dans la Formule 1 du numérique, où on pousse tout à fond, tous les petits curseurs qu'on peut pousser, parce que c'est même jouissif pour un designer ou un programmeur de faire ça. Donc là, il va falloir se retenir. On va voir comment ça va se passer. Et côté hardware, toujours, est-ce que vous pensez que les prochaines générations de consoles vont vraiment prendre en compte leur impact écologique et peut-être se calmer sur les métaux rares, sur l'émission carbone de la console en question On a dit qu'on était un peu positif, un peu optimiste. Oui, mais de facto, parce que justement ça se raréfie, parce que ça se renchérit. On a vu le problème des microprocesseurs récemment. On voit que la Chine veut mettre la main sur Taïwan, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est là qu'on fabrique 80%, je crois, ou même peut-être plus des microprocesseurs dans le monde. Donc pour des raisons géopolitiques, à un moment donné, il peut y avoir une vraie difficulté à fabriquer des consoles. Donc les consoliers ont tout intérêt à être le plus sobre possible dans leur manière de fabriquer tout ça, à faire en sorte que les consoles durent le plus longtemps possible. On va peut-être passer aussi à une économie de la fonctionnalité à un moment donné. On va peut-être louer les consoles plutôt que les acheter. Peut-être que c'est ce genre de changement de modèle économique qui pourrait nous permettre d'éviter finalement cette obsolescence programmée qui est nécessaire, j'ai envie de dire, pour les consoliers, parce que si on n'a pas cette obsolescence programmée, ils vivent plus, quoi, ils n'ont plus de revenus. Donc il faut qu'ils passent à une autre manière finalement peut-être de fabriquer et de vendre leurs produits, peut-être. Mais Dieu seul le sait. On aurait une sorte de Game Pass ou d'équivalent, mais de console en fait, une console qu'on n'aurait que de temps en temps, qui reviendrait. Comme on voit avec les habits d'ailleurs, il me semble qu'on peut louer des habits, les rendre, ce serait une possibilité envisageable ça. Enfin, pour les consoles, ça me paraît. Là, par exemple, on peut jouer à des consoles de jeux à la médiathèque d'Angoulême. À côté, il y a des consoles. Voilà, c'est il y a beaucoup de un exemple. Voilà, c'est très chouette. En plus, ça permet de rencontrer des gens. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, on en parlait après réunion, les cybercafés. C'est bête, mais pendant très longtemps, en fait, tout le monde n'avait pas un ordi chez soi. Alors maintenant, on a tous un ordi dans notre poche, mais ça, c'est autre chose. Tout le monde n'avait pas un ordi chez soi et on allait au cybercafé pour aller sur Internet, jouer à des jeux avec d'autres personnes, jouer à des jeux tout court, même en solo, etc. Donc il y a un changement de pratique, il y a aussi beaucoup la réparabilité. Frédéric parlait d'obsolescence programmée. Il y a de plus en plus de communautés qui se mettent en place et qui défendent une réparabilité des différents terminaux qu'on a chez nous. Et plus on va dans le petit, dans le compact, plus c'est compliqué à réparer parce que plus toutes les composants sont soudés et ça devient... voilà.
Peut-être qu'il y a aussi un changement de paradigme à trouver ici. Voilà. Il y a plein de choses à faire. En vrai, la porte est grande ouverte, mais tant que les grands leaders de l'industrie n'iront pas dans cette direction-là, je pense qu'il y a encore une fois peu de gens qui y suivront. Et on connaît la propension à Apple, Microsoft et compagnie de justement pouvoir attendre le vendre, dernier moment voilà. aussi. Oui. Bah, ils font des trucs intéressants, c'est ça qui est le paradoxe avec ces grosses entreprises, c'est que ils font un SDK pour voir voilà, sur console combien ça consomme machin, mais derrière Microsoft et l'IA, on sait à quel point ça consomme. Et puis alors à mon avis, je connais pas cette face-là de Microsoft, mais à mon avis les NFT, les crypto-monnaies et compagnie, ça doit y aller bien comme il faut. Et pourtant on sait l'impact que ça a. Voilà, c'est plein de questions. Mais c'est pareil pour Ubisoft d'ailleurs, dans la conférence du monsieur dont parlait tout à l'heure Guillaume, comment c'est, Fayol, Arnaud Fayol. Il y a un moment, à la fin de sa conférence, il y a quelqu'un qui lui dit oui, vous faites plein de choses, c'est super, mais il y a quand même des NFT chez Ubisoft. Quand est-ce que vous arrêtez? Et Arnaud Fayol, il est un peu gêné, il dit c'est pas à moi de prendre cette décision, mais oui, j'ai conscience que c'est complètement contradictoire. Donc voilà, on parle beaucoup des grosses entreprises, mais voilà, faut qu'elles arrivent à faire 2 pas en avant et arrêter de faire 2 pas en arrière à chaque fois. C'est ça. Parce que comme il y a beaucoup de personnes aussi qui décident, ça peut aller dans plusieurs sens à la fois. Oui. Et à titre personnel, j'aimerais bien un revival des salles d'arcade aussi. J'allais drop les salles d'arcade. Ça pourrait être sympa, parce que là, clairement, on mutualise du matériel. Et à l'opposé, il y a ce dont on parle aussi depuis quelques années, alors qui n'a pas vraiment fait ses preuves, c'est tout ce qui est cloud gaming, sachant que, comme disait Frédéric, il se trouve que c'est pas adapté à tout type de jeu aujourd'hui. Malgré tout, on se retrouve quand même à avoir des unités qui sont quelque part dans le monde qui vont venir faire les calculs et renvoyer de la vidéo chez la personne qui joue au jeu. Clairement, on va rajouter des flux vidéo sur Internet, sachant que déjà, la majorité du flux Internet, c'est la vidéo. C'est YouTube, c'est le porno, c'est Twitch, c'est Netflix, enfin bref, donc c'est eux qui font la majorité du flux Internet. Donc si on rajoute en plus maintenant du cloud streaming, enfin du streaming de jeux, donc du cloud gaming, on pourrait se tirer une balle dans le pied, parce que peut-être qu'on aurait justement un effet rebond qui ferait que tout le monde se dirait maintenant je peux jouer à des jeux ultra high-tech sur mon petit device chez moi, ma vieille console ou je sais pas quoi. Et là, on aura très vite des chances de manger les gains d'efficacité potentielle. Donc, oui, voilà. c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours le même problème. C'est toujours, OK, on trouve des solutions pour gagner, mais il ne faut pas, pour économiser des ressources et du carbone, en l'occurrence, in fine, mais il ne faut surtout pas que ça déborde dans l'autre sens. Oui, c'est tout un calcul de... Le paradoxe du caddie, quand on va dans un supermarché, qu'on a un grand caddie, on va mettre plus de choses dedans. Et voilà. Donc si on veut que les gens achètent moins de choses dans un supermarché, ou qu'il y ait moins de voitures dans une ville, il faut moins de routes. Oui. En fait, il ne faut pas construire des périphes. Oui, ça n'a pas de sens. Mais bon. Donc si je résume, déjà il faudrait commencer par faire des bilans carbone un peu partout dans le jeu vidéo, changer les narrations, déconstruire aussi un certain imaginaire de domination sur l'environnement de la part du gros héros très musclé qui se bat avec des armes, et inciter effectivement les grosses entreprises du secteur à prendre des directions logiques, mais de A à Z, pas juste aller jusqu'à la moitié et puis bifurquer au milieu, parce qu'en fait les NFT c'est cool et ça fait de l'argent, effectivement. Merci à vous, en tout cas, comme on est pressé, je vais devoir abréger un petit peu, on est allé très très vite, mais vous avez réussi à bien passer sur les sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, que vous n'avez pas pu dire? Waouh. Ouais, avec le micro. Oui, justement, on parlait des NFT. Alors aujourd'hui, il se trouve que c'est un petit peu moins un enjeu énergétique, notamment parce qu'une blockchain comme Ethereum est passée en proof of stake. Mais par contre, ça va sans doute devenir un enjeu éthique, dans le sens où on risque de créer ce que moi j'appelle aujourd'hui des casinos pour enfants, c'est-à-dire qu'on va enrober des produits financiers dans des jeux. Et clairement, c'est un peu comme si on mettait de l'alcool dans un Kinder, quoi. On n'est pas sûr qu'un enfant ait envie que le parent se rende compte qu'il y avait du kirsch dans le Kinder. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en place. Je vois même des amis et anciens collègues qui postulent à des annonces dans des studios sans se rendre compte que ces studios font ça. Donc même eux, en quelque sorte, cachent un peu
que hey, au fait tu vas venir faire ça, ah bon, j'étais pas au courant. Donc je pense que ouais, c'est peut-être un sujet sur lequel il faut être attentif, mais là on est plus dans le domaine éthique, quoi que ça rejoint les domaines environnementaux. Ouais. Si les problématiques environnementales pouvaient être associées à l'éthique, peut-être que ce serait bien aussi. Ce serait bien. Merci à vous trois en tout cas. On va passer aux questions s'il y en a dans la salle ou sur YouTube. N'hésitez pas, levez la main, sauf si vous êtes sur YouTube. Enfin, vous pouvez, mais ça n'aura aucun effet, quoi. On a une question au centre. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre table ronde et vos explications. Ce serait une question un peu philosophique et utopique. Quel serait pour vous l'avenir si on prenait toutes les bonnes décisions aujourd'hui pour le domaine du jeu vidéo ? Déjà, il y en aurait un. Pardon. Je pourrais donner l'état arrêté de ma pensée aujourd'hui, parce qu'elle évolue constamment, évidemment, comme tout le monde. Ça serait un jeu... ça serait des machines plutôt bricolées, avec des jeux très bas carbone, comme on pourrait dire. Donc voilà, essentiellement du pixel art ou du low poly ou des choses comme ça, ou des choses pas forcément ultra optimistes, mais en tout cas des choses très simples. On revient à quelque chose d'essentiel. En fait, on finirait par comprendre ce qui est réellement intéressant dans un jeu. Et ce qui est intéressant dans un jeu, c'est ce qu'on y fait. C'est pas uniquement ce qu'on y voit. Et du coup, de quelle manière est-ce qu'on optimise ? Enfin, je veux dire, il y a des jeux en pixel art qui sont hyper puissants, qui sont hyper prenants, etc. Que ce soit narrativement ou d'un point de vue du gameplay, d'action, arcade, tout ça. Et pourtant, c'est du pixel art. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de chiffres de vente en tête, mais il y a des jeux qui marchent très bien et qui ne sont pas des étalons graphiques. Donc moi, ce serait vraiment partir dans cette direction-là, parce que globalement, on sait qu'un ordinateur, une machine qui chauffe, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie, elle s'use plus vite qu'une machine qui ne chauffe pas ou peu. Et elle a moins besoin d'être renouvelée, elle a moins besoin d'être complexe, tout ça. Donc ça sera un peu cette direction-là, moi, idéalement. Mais ça reste un point de vue très, très particulier. Je vous conseille Kingdom en pixel. Moi, je voulais juste vous remercier pour cette question, parce qu'elle est vachement intéressante. Et c'est au secteur de faire ce travail de prospective. Les gros cabinets conseils qui interviennent sur ces sujets, ils font ça dans les grosses boîtes dans lesquelles ils interviennent. Ils disent aux gens, voilà, on se projette en 2050. Hein. On regarde à quoi ressemble. Moi, j'avais assisté à une présentation, par exemple, c'est pas casse-grain, mais Bonduelle, voilà. Bonduelle, voilà. À quoi ça ressemble l'entreprise Bonduelle en 2050 ? À quoi ça ressemble les champs que cultive aujourd'hui Bonduelle dans le monde en 2050 ? Et du coup, quel type de produits on fait ? À qui on les vend ? Où est-ce qu'on n'a plus de champs parce que c'est plus possible de cultiver, etc., etc. Et puis après, on fait un travail de retour à aujourd'hui. On essaye de voir quelles sont les étapes qu'on met sur le chemin pour revenir à aujourd'hui. On fait ils appellent ça... Des escalades, non ? C'est pas l'équivalent ? Oui, c'est un peu ça. Natural step, voilà, c'est le natural step. C'est une méthode qui consiste vraiment à mettre des pas pour... réussir finalement à être le plus résilient possible. Je l'aurais placé. Voilà, merci. Guillaume, un jeu vidéo du futur, enfin le futur de l'industrie envisageable ou Salle d'arcade ? Non. Ah oui, les salles d'arcade. Oui, non, mais j'aime bien aussi tous les concepts un petit peu comme Pokémon Go, où finalement on mêle une activité, pas physique là, mais en tout cas de découverte. Enfin, il y a quelque chose de méta qui dépasse l'outil avec lequel on le fait. Donc, je pense qu'on pourrait pousser plus de choses dans ce domaine-là aussi, sans utiliser trop d'énergie a priori. Et tout ce qui est Raspberry Pi et utilisation un peu pas pirate, mais un peu parallèle en fait, même d'anciennes technologies, tout ça. Est-ce que ça peut permettre tout ce qui est émulation même de jeux ? Est-ce que ça pourrait permettre de jouer à des jeux toujours chouettes, mais peut-être avec des machines moins gourmandes que celles qu'on a aujourd'hui ?
À titre personnel, le plus gros fan d'émulation aussi, donc, ou de rétro gaming. Et en l'occurrence, pour vous donner un ordre de grandeur, je regardais justement donc une PS2, une PS5 ou une PS4, on est dans les 200 watts en termes de potentiel. Donc chaque heure c'est 200 watts. Et pour une Super Nintendo, c'est 17 watts. Donc déjà là, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins consommateur. Donc ça peut valoir le coup de temps en temps de faire un petit peu de Super NES ou de Mega Drive. Je sais pas. Le rétro gaming. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous. Il y a une question, pardon, autant pour moi. Il y a 2 questions. Oui, et les derniers ordi, ça dépasse le kilowatt pour les batteries. Du coup, ma question c'était qu'est-ce que, étant donné l'état actuel de l'industrie qui est tourné vers le toujours plus photoréaliste, toujours plus beau sur des machines toujours plus puissantes, et qui, grâce au téléchargement, se dit c'est bon, c'est ok de faire des jeux qui pèsent 200 gigas en téléchargement, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, avoir le plus d'impact pour les amener justement à une décroissance en fait du jeu vidéo, avec des plus petits graphismes et plus centrés sur le gameplay ou sur l'histoire? Il faut légiférer, je pense, parce que ces entreprises-là, de toute façon, elles sont tellement grosses que, je sais pas, je pense que c'est la législation. Tout à l'heure, Frédéric parlait, il faut contraindre les entreprises, en fait, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y avait des contraintes, on repoussait un peu le truc. Enfin, c'est ça, il faut passer par la législation, il faut qu'elle soit de plus en plus contraignante. Plus elle ira vite en termes de contraintes, mieux ce sera. Et malheureusement, j'ai envie de dire, on a quelques exemples qui peuvent nous rendre un peu pessimistes, comme les histoires des voitures, là où on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de vente de voitures thermiques. Alors bon, on passe vers l'électrique, on sait que l'électrique c'est un autre problème. Voilà, on déplace le problème en fait quand on fait ça, clairement. Mais par ailleurs, on a dit par contre les voitures de sport pour les ultra riches, elles ont une dérogation. Mais sérieux, moi je comprends plus rien quand je vois ça. Du coup, c'est un peu pareil, c'est un peu les PS5, tout ça, c'est quand même pas tout le monde qui peut s'en acheter. Quand on contraint les personnes qui vendent, qui font des jeux sur les PS5, qui sont optimisés pour ces consoles-là, ça reste un public quand même assez privilégié a priori. Donc ça veut dire qu'on contraint ces personnes-là. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, socialement et sociétalement, il y a un message à envoyer en légiférant et en contraignant. Et moi, personnellement, je vois pas d'autre solution que ça. Ou alors des solutions différentes, mais qui sortent du cadre, on va dire, acceptable politiquement, je pense. FF7. Ouais. Moi, j'avais une suggestion, les cartes à jouer, les jeux de plateau et le livre dont Nintendo je suis le héros. Qu'est-ce que vous en pensez? Le tarot, c'est très écologique, même s'il n'y a pas de message écologique derrière du tout. Et est-ce qu'avant d'en arriver à la législation, les actions du point de vue des consommateurs et consommatrices, ça pourrait être un sujet, ça pourrait être intéressant, ou quand on dit non, je boycotte ce jeu parce qu'on n'a pas d'organisation, par exemple, on n'a pas de syndicat des joueurs et joueuses. Oui, c'est vrai. C'est une facette du problème. C'est pour ça qu'effectivement, je dis qu'il faut légiférer, mais en vrai, c'est toujours la même histoire. Hein, dans un combat, quel qu'il soit, il y a toujours plein de manières d'agir. Moi, personnellement, je pense que la multiplicité des modes d'action est hyper importante. Voilà. Donc, je dirais, oui, ça fait partie du problème. Mais pas que. Faut pas culpabiliser les gens, ça n'a aucun intérêt. Parce que, pareil, en général, quand on culpabilise les gens, on dit un peu, c'est de ta faute. Le bilan carbone, c'est le bilan carbone, je crois, qui a été créé par BP. Total, je crois. Total, BP, ouais. Voilà. Donc, et en fait, c'est parce qu'il voulait dire c'est de la faute des gens qui crament le pétrole dans leur voiture, mais en fait, la personne qui va au boulot tous les matins en voiture dans sa petite de place, est-ce que c'est vraiment lui le problème ou pas? Alors oui, parce qu'il crame quand même le pétrole in fine, mais c'est pas lui la source du problème, absolument pas. Donc c'est là où c'est une question éminemment politique, évidemment. Surtout s'il n'y a pas de transport en commun chez cette personne. Je voulais dire qu'on pouvait peut-être essayer de créer un mouvement un peu comme le Flixcam, là, le mouvement qui rend l'avion pas cool et pas sexy, et la honte de prendre l'avion. On pourrait avoir honte de jouer à la PS5, peut-être un jour. Le photoréalisme shaming.
Merci beaucoup Frédéric, Théodore et Guillaume. Merci à vous. Merci pour vos questions également, le public. On a réussi à rattraper un léger retard, c'est parfait. Cette table ronde du coup est terminée et on va passer directement d'ici un quart d'heure à la suivante qui sera sur l'impact psychologique des jeux vidéo. Merci à tous et toutes. Bravo.